Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez les livres du jour Psychologie et littérature de Quentin Debré. Émission préenregistrée le 22 février 2013. Elle est diffusée lundi 1er avril 2013 de 10h45 à 11h45 et de 14h à 15h, mardi 2 de 6h à 7h, samedi 6 de 10h45 à 11h45, puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie. Ces livres du jour sont réalisés par Jean-Édouard. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 €. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris. Exceptionnellement, vous ne pourrez pas intervenir au cours de cette émission car elle a été préenregistrée, mais vos lettres seront toujours les bienvenues. Notez bien notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris. Bonjour, ici le professeur Quentin Debré pour l'émission Littérature et Psychologie. Eh bien, littérature et psychologie vont être très largement illustrées aujourd'hui. J'ai le grand plaisir d'accueillir Madame Anne-Marie Baron pour son livre Balzac occulte, qui est paru aux éditions L'Âge d'Homme en 2012. Et nous parlerons également d'un livre qui a été publié un petit peu auparavant, également en 2012, qui est consacré lui aussi à Balzac, Honoré de Balzac à 20 ans, dans une collection publiée au Diable Vauvert, qui est consacrée à différents auteurs, à chaque fois à 20 ans, Gustave Flaubert à 20 ans, Marguerite Duras à 20 ans, etc. Alors ces deux ouvrages sont consacrés à Balzac, et Madame Anne-Marie Baron, professeure de lettres classiques, est présidente de la Société des Amis de Balzac, et elle est également critique de cinéma, ce qui fait que avec cette double qualité, elle m'a beaucoup parlé d'ailleurs de certains films qui ont été consacrés à l'œuvre de Balzac et qui sont dans certains cas tout à fait remarquables. Alors, j'ai lu ce livre avec énormément d'intérêt, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Ça situe Balzac comme un auteur dont nous connaissons le génie, bien entendu, mais qui avait une formidable curiosité pour tout ce domaine de l'occultisme, l'alchimie, le magnétisme, les sociétés secrètes. Et Anne-Marie Baron a fait un livre extrêmement érudit, très très bien fait, un livre qui fait 320 pages, et elle évoque un certain nombre de romans de Balzac que nous n'avons pas l'habitude de lire d'habitude. Nous connaissons les grands chefs-d'œuvre, mais j'ai à cette occasion découvert quantité d'œuvres assez curieuses, que je cite d'ailleurs tout de suite. Nous avons l'élixir de longue vie, Séraphita, la recherche de l'absolu, la physiologie du mariage, l'auberge rouge, les trois récits qui s'intègrent dans l'histoire des 13. Tout cela, et la peau de chagrin bien entendu, tous ces textes, qui sont des romans ou des essais, des réflexions, sont dominés par la notion de magie, de mystère, d'occultisme, le recours à l'intérêt pour certaines religions également, la religion juive, la Kabbale, etc. Et tout ce matériel absolument magnifique, charpente un certain nombre de romans. Alors, chère Madame Baron, vous allez vous exprimer très largement. Par quel bout commencer? Nous évoquions, juste avant de commencer l'émission, le magnétisme animal, la théosophie,
Qu'est-ce que sont ces domaines étranges? Comment avez-vous pu plonger dans tout cela? Expliquez-nous. Bonjour monsieur. Évidemment, c'est une histoire de passion. C'est-à-dire que pour arriver à plonger, comme vous dites, dans cet univers qui est d'une complexité extrême, il faut vraiment en avoir envie. Et alors le magnétisme animal évoque immédiatement le nom de Mesmer. Mesmer qui a eu tant de succès à Paris à partir de 1783. Alors Balzac s'est passionné pour Mesmer. Il s'en était entiché avec ce fol enthousiasme qu'il apportait à toute chose nouvelle, dit son ami Jules de Pétigny. Et vous savez, Balzac ne fait pas dans la nuance, et du coup, il se croyait lui-même doué du don de guérir. Il accompagnait sa mère chez un magnétiseur, chambellan, et il l'emmenait chez une magnétiseuse qui s'appelait Madame de Saint-Amour. Et du coup, Madame Balzac, la mère, va devenir une ardente adepte du magnétisme. Elle va elle-même magnétiser sa fille. Donc toute la famille va céder à cette mode et à cette passion. Alors Balzac, lui, va même prendre parti pour Mesmer parce que il faut dire que Mesmer a été immédiatement arrêté par la faculté de médecine qui a trouvé que c'était pas très sérieux parce que cet homme écrivait des choses assez obscures, ses séances étaient un peu trop théâtrales et il y avait ces fameuses crises qu'il provoquait chez ses patientes étaient un peu inquiétantes et donc l'Académie des sciences a décidé de contester officiellement la scientificité du magnétisme. Eh bien, Balzac a pris parti pour Mesmer. Il le défend car il a compris que le magnétisme permet de saisir des rapports occultes, quoique réels et substantiels, qui échappent au sens. Et que, finalement, pour lui, c'est exactement le même type de rapport qui unit la cause et l'effet. D'ailleurs, il utilise le magnétisme comme ressort dramatique central dans un roman très important qui est Ursule Mirouet. Mais alors, ce magnétisme était utilisé par Mesmer dans une perspective, je dirais, un peu thérapeutique, une sorte de prélude à la psychanalyse, à l'hypnose. Mais dans votre texte, vous expliquez que certains personnages de cette époque, Swedenborg en particulier, utilisaient cette fois-ci une sorte de préscience particulière qui leur permettait de prévoir l'avenir, de s'entretenir avec les êtres du passé. Alors on passe de magnétisme à la télépathie. Est-ce que c'est cela qu'on appelle la théosophie, l'illuminisme? Tout ça, nous sommes dans des zones un peu particulières où on sent qu'il y a des fluides qui font communiquer avec l'au-delà, etc. Jusqu'où va Balzac et où s'arrête-t-il dans cette histoire? Balzac va très très loin. Et surtout, comme vous le remarquez vous-même, tous ces domaines sont extrêmement poreux. Et ils communiquent entre eux. Donc, quand on commence, on ne sait plus où on va s'arrêter soi-même. Oui, enfin, moi, personnellement, qui suis psychiatre, je m'arrête assez vite. Mais, et vous aussi, bien sûr. Mais, par exemple, le personnage de Swedenborg, c'est une sorte de savant suédois qui a fait d'authentiques découvertes, qui est un scientifique. Puis à un moment donné, dans son existence, je ne sais pas, vers l'âge de 40-50 ans, tout d'un coup, il est en rapport avec l'au-delà, avec les morts, avec l'avenir. Et là, excusez-moi, il est quasiment délirant. Alors, comment Balzac accommode cette chose-là? Parce que d'un autre côté, Balzac est un homme extrêmement raisonnable. Alors, est-ce qu'il fait ça pour s'amuser? Est-ce qu'il y croit? Eh bien... Qu'il s'en serve pour faire de la littérature, on est tous d'accord. Là, il s'en sert remarquablement. C'est romanesque d'une façon formidable. On reviendra tout à l'heure sur certains titres de ses romans. Mais lui,
Où est-il là dans tout ça? Alors, vous dites que ses parents étaient là-dedans. Oui, alors, si vous voulez, d'abord, une chose très importante, c'est que Balzac est capable à la fois de s'immerger presque personnellement, de s'investir dans ces choses, dans la théosophie, dans l'illuminisme et dans l'alchimie, et à la fois de les tenir suffisamment à distance pour être capable d'en faire des ressorts romanesques. Ça, c'est très important. Mais effectivement, c'est sa mère qui lisait beaucoup les mystiques et qui les avait collectionnés. Et donc, Honoré trouve dans la bibliothèque de sa mère les œuvres de Saint-Martin, de Swedenborg, de Mademoiselle Bourignon, de Madame Guyon, de Jacob Böhm, qui formaient plus de 100 volumes. Oui, alors et attendez, Madame Guyon, c'est quelqu'un qui est carrément à l'intérieur de la religion catholique. Oui. Ce qui n'est pas le cas des autres. Non, effectivement, il y a... Bon, mais enfin... Si vous voulez, il faudrait peut-être définir la théosophie. Allez-y. Qu'est-ce que la théosophie? Eh bien, la théosophie, le mot théosophie signifie sagesse divine, mais non pas la sagesse d'un Dieu, mais celle d'un homme qui, instruit par Dieu, connaît tout comme dans le reflet de la lumière divine. Donc, c'est quand même pas tout à fait incompatible avec la religion. Et... c'est un vaste problème. Oui. On sait très bien que la religion catholique ne veut pas faire de mélange avec tout ça. Il y a vraiment une frontière. Swedenborg n'est pas un saint dans aucune religion. Saint-Martin, malgré son nom, n'est pas un saint. Et par contre, Thérèse d'Avila est une sainte. Et on sait très bien qu'elle n'a pas déliré. Donc, si vous voulez, il y a là une frontière tout à fait remarquable. Mais alors justement, Balzac dit très clairement, du point de vue religieux, j'appartiens à l'Église catholique, mais dans mon fort intérieur, je suis de l'Église de Saint-Jean, et c'est l'Église mystique des premiers chrétiens. Donc au fond, lui, sa religion à lui, je veux dire sa religion du cœur, c'est le mysticisme des premiers chrétiens. Et donc, la théosophie, c'est cette espèce de mysticisme, justement, qui repose sur la théorie des correspondances. La nature serait un tissu de correspondance entre plantes, métaux, animaux, parties du corps humain, astres, et serait tout entière parcourue de secrètes énergies. Bon. Donc, la théosophie est vraiment très, très en vogue au début du XIXe siècle, à cause du romantisme qui est quand même très passionné par le problème du mal et par les sciences, par l'Orient. Donc, c'est une mode et c'est d'abord à sa mère, adepte de Saint-Martin, que Balzac doit d'avoir succombé à cette mode. Alors, les correspondances, là, les correspondances, on est dans une perspective qui est beaucoup plus intellectuelle, qui consiste à comparer, à utiliser de l'analogie sans cesse, à voir des archétypes, à voir des éléments communs à plusieurs réalités. Et à ce moment-là, il faut quand même se souvenir que les sciences naturelles, la géologie, la chimie, au début du XIXe siècle, sont balbutiantes. Lavoisier, qui lui-même avait émis des principes tout à fait remarquables, était quand même lui aussi, par moments, était dans des théories tout à fait bizarres. Donc, dans cette science balbutiante du début du XIXe siècle, qui n'est pas encore véritablement constituée, il est parfaitement normal qu'il y ait un foisonnement d'idées qui partent un peu dans tous les sens. Et on verra d'ailleurs, mais ce n'est pas l'objet de l'émission, ce qu'en fera Auguste Comte, qui à un moment donné va se mettre carrément à délirer. Donc ils sont sur le bord, ils sont sur le bord de la science. Oui, mais alors Balzac ne veut se priver de rien. Oui. C'est-à-dire que si vous lisez l'avant-propos, il cite à la fois tous les savants de son temps, Gall, Geoffroy Saint-Hilaire, etc., voilà. et les mystiques. C'est-à-dire que pour lui, ils sont sur le même plan. Oui. Ça, c'est quand même très intéressant. Oui, il veut embrasser, il embrasse énormément de choses. Alors, dans toute cette réflexion sur la théosophie, il y a quelque chose qui est à la racine, à mon avis, de la psychologie balzacienne, qui est cette obsession de la volonté. Alors, c'est quelque chose, d'ailleurs, vous avez mis
en sous-titre de votre livre Balzac à 20 ans, Honoré de Balzac, esclave de sa volonté. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'utilisation de la volonté chez Balzac, une sorte de concentration du psychisme en quelque sorte? Alors pour Balzac, la volonté est certainement la reine des facultés. Pour lui, c'est peut-être l'un de ceux qu'il appellera plus tard les excitants modernes. Pour lui, c'est comme du café, si vous voulez. C'est quelque chose qui vous dope, qui vous donne l'énergie nécessaire pour agir. Alors évidemment, la volonté, c'est aussi quelque chose de métaphysique. C'est quand même une partie de l'âme. Mais une âme qui, pour Balzac, n'est pas du tout immatérielle. Parce que évidemment, il a écrit à 19 ans un traité de l'immortalité de l'âme dans lequel il dit il lui paraît impossible que l'âme soit immortelle et immatérielle. Donc, pour lui, tout ça, ce sont des facultés, et il récuse toute séparation nette entre spiritualisme et matérialisme. Pour lui, ce sont les deux faces d'un même fait, qui est le fait humain. Oui, parce qu'effectivement, la volonté, il y a quelque chose de moteur. Alors, autant la représentation, autant la vision, où les mots peuvent être considérés comme des éléments légèrement, enfin plus ou moins spirituels. La volonté, il y a une motricité, donc c'est forcément matériel. Et donc, il y a là une intuition qui est véritablement tout à fait remarquable. Il aime aussi la notion d'amour pur, la notion de pureté de telle ou telle fonction. Il n'aime pas trop les mélanges non plus. Non, effectivement. Évidemment, lui, il a connu l'amour à 20 ans, à 22 ans, avec Madame de Berny. C'est-à-dire qu'il a eu une expérience, qu'il raconte d'ailleurs dans le Lys dans la vallée, qui est une expérience presque mystique. Pour lui, il y a un véritable mysticisme de l'amour, et un amour qui ne peut être que pur. C'est certain, puisque c'est l'amour d'un jeune homme pour une femme de 40 ans. Quand je dis pur, je veux dire c'est intuitif, ce n'est pas lié à telle ou telle circonstance, etc. Ça vient de très loin, très profond, etc. Oui, c'est pas anecdotique. C'est une espèce de pulsion. C'est pas anecdotique. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, c'est une pulsion profonde et pure. Oui, c'est ça. Une exigence de l'être tout entier. Bon, nous avons beaucoup parlé de théosophie, d'intuition, de volonté. Passons maintenant. Alors, vous avez dit tout à l'heure, quand vous avez commencé à parler, vous m'avez fait un peu peur parce que vous m'avez dit c'est un domaine très complexe. Alors, attendez, moi j'ai lu votre livre, lui n'est pas complexe. Vous avez un ton remarquable de pédagogie. Je ne me suis pas ennuyé, j'ai suivi tout du début jusqu'à la fin, malgré beaucoup de références qui sont souvent bas de page. Mais attention, votre livre n'est pas complexe. Je dis aux auditeurs de Radio Courtoisie, ce livre, on le lit très bien. Bon, non, parce que ça, vous savez, les histoires compliquées en psychiatrie, je connais. Hein. Bon, alors, parlons maintenant un peu de l'alchimie. Alors, c'est la deuxième partie, l'alchimie. L'alchimie. Qu'est-ce qu'on fait de l'alchimie? Comment alors, c'est traité remarquablement dans certains romans, mais je vous laisse la parole. Alors, on peut dire que Balzac s'est intéressé personnellement à l'alchimie, comme à tout le reste. C'est-à-dire que ça part d'une intuition, ça part d'une envie personnelle et ça finit par devenir un roman. Mais avant tout, il y a l'implication personnelle. On trouve d'ailleurs dans sa bibliothèque une petite brochure avec des recettes alchimiques intitulée « Le véritable petit paysan », contenant tout ce qu'il y a de plus sûr et de plus curieux dans la vraie magie. Quand même intéressant. Donc l'alchimie apparaît par son hermétisme dans le roman balzacien comme la science mystérieuse et symbolique par excellence. On trouve tout le temps sous sa plume des noms de savants comme Paracels, Cardan, Van Helmont. Et on a même retrouvé une liste qui a dû être faite par lui vers l'âge de 18-19 ans. Donc, on ne sait pas s'il s'agissait d'une liste de livres à acheter, à lire en bibliothèque. En tout cas, c'est sûr que ça faisait partie d'une liste de livres à lire. Dès l'adolescence, il s'est intéressé à la physique, à la chimie, à l'alchimie.
en particulier au collège de Vendôme, parce que le directeur du collège, Jean-Philibert de Seigne, qui était un savant et philosophe de renom, soutenait dès 1809 dans le journal de physique qu'il n'y a dans la nature qu'un seul fluide impondérable. Et voilà votre fluide que vous citiez tout à l'heure. C'est-à-dire qu'une fois de plus, il faudrait faire une étude de l'état de la science à l'époque, mais la notion de ce que nous avons appris, nous, au lycée, de la classification de Mendeleïev avec tous les éléments séparés en fonction des atomes, des neutrons, des positrons, etc., ça n'existait pas. Donc à cette époque-là, les éléments n'étaient pas classés comme ils le sont aujourd'hui, donc c'était beaucoup plus difficile. Et d'où la notion effectivement de principe universel, l'absolu, que nous retrouvons alors dans ce roman tout à fait étonnant qui s'appelle La recherche de l'absolu. Vous pouvez peut-être parler un peu c'est-à-dire, c'est la puissance qui va être attachée à la matière, et à certaines matières et à certains objets. Et là, on se rappellera aussi que Balzac est un formidable antiquaire. Donc, comment parler de tout cela ? Alors, je crois que d'abord, il faut préciser que l'alchimie, c'est deux choses. C'est-à-dire que c'est d'une part la transmutation de la matière, et pour Balzac, ça pose avant tout une question qui lui paraît essentielle, qui est celle de la matière. Mais c'est aussi cette transmutation de la matière est aussi une métaphore qui désigne la transformation de l'homme lui-même, de l'alchimiste lui-même, ouvrant la voie à la connaissance de soi, à l'amour, à l'immortalité et à la perfection, symbolisée par l'androgyne, qui est le résultat de l'opération alchimique. Donc ça, déjà, c'est très important. Et les romans La recherche de l'absolu est justement un roman qui raconte l'échec d'un chercheur d'or, enfin de diamants. En fait, lui, ce qu'il voudrait, c'est décomposer l'azote, et arriver à recréer des diamants, mais qui se limite un peu trop à la matière et qui ne comprend pas que le véritable absolu qu'il cherche, il l'a à côté de lui, en la personne de son épouse et de sa fille, qui sont deux êtres absolument d'une sainteté angélique et qui représentent véritablement l'absolu. Donc c'est un roman de l'échec. Oui. C'est un roman de l'échec Le qui mot se est termine faible. sur ce mot terrible, Eureka. Oui, mais enfin, bon, Eureka qui est une ironie tragique. On peut voir ce roman de différentes façons. On peut le voir de différentes façons. Vous avez une interprétation qui est magnifique, et savoir que cet homme fait fausse route parce qu'il reste sur la matière, il ne veut faire que des transmutations de matière, il ne voit pas la dimension spirituelle. Un psychiatre ordinaire, il verrait un personnage délirant, une sorte d'idéaliste passionné. À partir d'un moment, il le devient. Ça, Oui, il est empêtré dans son système, il n'en sort plus, une sorte de Bernard Palissy qui n'aurait rien trouvé. Mais on peut aussi le voir comme un roman allégorique, c'est-à-dire nous sommes peut-être un peu tous en recherche d'absolu. Certains veulent faire une découverte, mais d'autres veulent acquérir un but dans la vie, je ne sais pas, vouloir entrer à l'Académie française, voir la Légion d'honneur, etc. Vous croyez que c'est un absolu, ça ? Non, mais ils prennent ça pour de l'absolu. Et regardez aujourd'hui avec l'écologie, on veut maigrir, on veut échapper au cholestérol, on veut être un bon sauvage nu dans la nature primitive. Enfin bon, chacun poursuit une espèce d'absolu. Donc on peut se moquer de ce personnage qui est défiguré par sa recherche, mais ne nous moquons pas trop vite. Oui, mais il ne faut pas non plus confondre les illusions qui sont toujours perdues pour Balzac, Oui. comme le paradis, et l'absolu. L'absolu, c'est quand même une recherche beaucoup plus métaphysique. Et justement, l'erreur de Balthazar Classe, qui, entre parenthèses, est une anagramme parfaite de Balzac. Ah oui, ah bon, ah oui. Ah oui, ça c'est quand même très intéressant. Oui. Donc, Balthazar Classe est vraiment le type même du mauvais savant. C'est celui qui se limite justement à des buts purement matériels. Oui, mais moi j'en connais pas mal comme
comme ça, si vous voulez, plus élégant dans le monde contemporain, parce que bref, on pourrait parler là-dessus beaucoup, mais c'est typiquement balzacien parce que c'est l'échec, c'est pessimiste. Enfin, c'est vraiment un des romans les plus pessimistes, comme Le Cousin Pons, enfin comme d'autres. C'est un roman magnifique. Ça se termine par l'échec, la catastrophe et surtout et la ruine, cette espèce d'obstination. Toute la maison. Oui, les ruines. Balzac aime beaucoup les ruines, les faillites. Encore que, il y en a qui arrivent à tirer leur épingle du jeu. Mais il y a vraiment l'obsession. Enfin, oui, tout à fait. Ça ne s'arrête jamais. Alors, pour sortir un peu de Balthazar Claës, parlons peut-être d'autres domaines magiques dans ce monde alchimique. Il y a l'élixir de longue vie, parce qu'il y a les talismans, les élixirs, les choses remarquables. Il y a aussi toute cette allusion à Catherine de Médicis aussi. Donc il y a des objets ou des fluides ou des liquides qui sont en quelque sorte magiques et qui ont un pouvoir formidable. Il y a la peau de chagrin. Parlez-nous un petit peu de ces objets comment dirais-je, miraculeux d'une certaine façon. Balzac était très superstitieux. D'accord. Il avait par exemple demandé à Madame Anska un morceau d'une robe grise qu'elle avait portée pour relier un de ses manuscrits. Et alors, il avait une bague portant l'inscription Bedouk, qui est reproduite sur la couverture de mon livre, et qui était déjà utilisée par Madame Anska comme talisman en 1832. Elle l'avait utilisée pour cacheter sa première lettre à Balzac, et ensuite elle a dû la lui donner. Puis, à Vienne, son ami le baron de Hammer-Purgstall lui en a fourni une ou deux autres, avec gravé sur ce cachet le mot arabe Bedour, qui est un mot que l'on trouve fréquemment inscrit sur les monuments magiques ou astrologiques des Arabes, tantôt comme l'un des noms du prophète Mahomet, tantôt comme une formule magique venue en droite ligne d'Adam. Vous voyez que ça vient de loin. Et alors, en janvier 1834, Balzac écrit à Madame Anska « Dès que je travaille, je mets à mon doigt le talisman. J'y ai trouvé tous ces raffitas. » Ah bon ? Donc il y a cette notion de concentration du pouvoir et du savoir qu'on va retrouver aussi avec la peau de chagrin, qui est cette peau de ce jeune homme qui lui permet d'avoir une puissance magnifique. Et avec l'élixir de longue vie. L'élixir de longue vie, nouvelle absolument extraordinaire. On croirait lire du Edgar Poe. C'est vraiment... Ou du Hoffmann. Ou du Hoffmann. Enfin, c'est un conte fantastique. Il aime bien Catherine de Médicis. Oui. Oui, alors, justement, il est l'un des rares à la défendre. Tout à fait. Et à dire que, après tout, ce qui est capital en politique, c'est le réalisme. C'est même un certain machiavélisme. Et nous savons bien que c'est la réalité de la politique sous toutes les latitudes. Et donc, évidemment, il estime que Catherine de Médicis, après tout, avec la Saint-Barthélemy, n'a fait que choisir entre deux mots et choisir le moindre. C'est-à-dire le grand politique arrive à combiner les différentes forces en présence pour se débrouiller au mieux, avec souvent la politique du moindre mal. L'art de la politique et l'art de la transaction. De la transaction du moindre mal. Et ce livre sur Catherine de Médicis est un livre tout à fait étonnant. Alors là, il est compliqué. Hein. Ça, on ne peut pas dire le contraire. Oui. Autant la recherche absolue est une ligne pure, là c'est dur, mais cette mise en scène permanente de toutes ces forces qui s'intriquent, avec des gens qui changent de camp, avec effectivement des transactions complexes, montre l'extraordinaire intelligence de Balzac et, je dirais, une jouissance à la complexité. Et oui. Vous disiez tout à l'heure qu'il n'y a pas beaucoup de films
sur les romans de Balzac, c'est sans doute parce qu'ils sont un peu plus subtils que bien d'autres. C'est-à-dire que les romans de Balzac sont très difficilement réductibles à des lignes de force, parce que la complexité est telle. D'ailleurs, c'est ce qui explique l'échec de Balzac au théâtre. Il n'a pas été capable de faire des épures, si vous voulez. Il avait toujours envie de raconter la vie de chaque personnage, et au théâtre, c'était impossible. Ça diffuse. Donc, c'était vraiment l'homme du roman, l'homme qui a porté cette forme impure et qui avait mauvaise réputation à l'époque à sa plus haute perfection. Il a vraiment créé le roman moderne. Hein. Je veux dire, sans Balzac, on n'aurait pas Steinbeck, on n'aurait pas les grands romanciers américains, c'est sûr. C'est-à-dire, personnellement, si j'ose ainsi parler de moi-même... On n'aurait pas Zola, on n'aurait pas Proust. Oui, mais il y a une espèce d'extraordinaire facilité à la digression. Oui. C'est tout d'un coup, hop, on nous explique, et puis ça part, etc., mais avec une virtuosité, sans préparation, sans plan, avec une virtuosité qui, moi, me fait beaucoup penser à Mozart. Je m'excuse. Quand vous êtes au milieu d'un concerto de Mozart, vous avez les thèmes qui viennent de s'exposer, et tout d'un coup, hop, il y a une fantaisie, il y a une improvisation en plein mouvement, puis on revient à la ligne de départ. Et tout ça avec un naturel, une façon de passer d'un sujet à l'autre. Moi, je trouve ça, c'est de la très très grande virtuosité. Alors, vous me dites, il a inventé le roman moderne, mais attendez, les successeurs n'ont pas suivi facilement. Hein. Ah ben attention, c'est pas très facile à suivre. Peut-être Dostoïevski, peut-être Dickens, mais attendez, Zola, c'est quand même beaucoup plus lourd. Excusez-moi. Alors, je reviens sur une note que j'ai prise dans votre livre. Il y a une sorte de... chez Balzac, il y a quelque chose de laborieux aussi. Autant lui écrit facilement, autant ses personnages, eux, sont empêtrés dans des histoires bien compliquées. Il y a une sorte de purification par la souffrance qui intervient chez certains personnages. Il faut souffrir pour être beau. C'est une sorte d'alchimie également. Oui, exactement. D'ailleurs, vous en parlez au chapitre de l'alchimie. Oui, César Birotteau, il faut se reprendre, il faut repartir à zéro. Enfin. Mais d'ailleurs, pour Henriette de Morsauf, l'héroïne d'Ulysse dans la vallée, Balzac parle du creuset de la passion. Oui. La passion est un creuset où les âmes vont se tremper. Ça, c'est certain. Donc, c'est une épreuve et c'est l'épreuve du feu. C'est l'épreuve du feu, c'est la concentration dans le mortier. Et, enfin, il y a là encore la volonté, la densité. Et je pense à la Duchesse de Langeais où il y a ce combat terrible entre les deux amants. Ça, c'est absolument magnifique parce que c'est quand même un roman qui est très très court et qui raconte une véritable métamorphose, une véritable conversion, on peut dire. Parce que cette Duchesse de Langeais, qui était une coquette de salon, va devenir une sainte. D'ailleurs, elle change de nom. Elle s'appelait Antoinette et elle devient Thérèse au couvent. Et vraiment, elle va jusqu'à la mort. Oui, c'est une sainte. Il y a une dimension de volonté de vengeance, là aussi. Enfin, c'est une attitude, comment dirais-je, agressif quelque part. Masochisme agressif, c'est compliqué. C'est très complexe. Mais je crois qu'à la fin, elle n'a plus du tout de volonté de vengeance et qu'elle est tout amour et amour pur, c'est-à-dire amour complètement désincarné. Oui, à la fin, effectivement, elle a fini par passer de l'autre côté du côté du mysticisme véritable. Parlons maintenant des sociétés secrètes, la troisième grande partie de votre très beau livre. Après l'alchimie, qui a des résonances philosophiques et poétiques, les sociétés secrètes. Alors, là... Alors, le thème des sociétés secrètes est lié aux deux autres thèmes que nous avons vus, l'alchimie par exemple, par la notion de secret. Et c'est vraiment, la société secrète est l'une des premières obsessions de Balzac. On sait que très jeune, il a voulu fonder une société secrète avec des amis qui s'appelait la Société du Cheval Blanc. Alors là, c'est vraiment très très drôle parce que il envoyait à ses amis des petits mots sibyllins, du foin sera servi à l'écurie tel jour à telle heure. Et ils se réunissaient dans un estaminet tout à fait sinistre devant le quai de la Tournelle.
Et là, il faisait des serments magnifiques, tous pour un pour tous, ça nous rappelle quelque chose. Et c'était tous de jeunes journalistes, de jeunes écrivains, et tous devaient défendre les écrits de chacun. C'est le groupe. C'est le groupe. C'est le groupe. Alors, c'est très sympathique. Dans les romans, ça c'est la réalité, dans les romans on va les retrouver, il y a les chevaliers de la désobéissance, il y a les frères de la désœuvrance. De la désœuvrance, pardon. C'est ceux qui sont... Ça, c'est dans la Rabouilleuse. Dans la Rabouilleuse. Et puis, il y a les frères de la Consolation aussi. Alors, ça, c'est dans... Alors, ça, c'est ce groupe austère qui est au centre de mon roman préféré, qui est l'envers de l'histoire contemporaine. Voilà. Ça, c'est vraiment magnifique. Et alors, ce que dit Balzac à ce sujet montre à quel point, de sa jeunesse à... On peut pas dire sa vieillesse parce qu'il est mort à 50 ans, mais à sa dernière œuvre, il y a une cohérence absolument fascinante. Il écrit, en commençant les scènes de la vie parisienne par les 13, l'auteur se promettait bien de les terminer par la même idée, celle de l'association faite au profit de la charité, comme l'autre était au profit du plaisir. Donc toujours la même idée, c'est que le groupe est vraiment la seule planche de salut de l'individu. L'individu seul ne peut arriver à rien. Cette notion de groupe, on la retrouve ça et là dans toute la comédie humaine, mais il y a des aspects un peu plus troubles parfois. On est obligé de parler aussi des couples, où il y a le puissant et puis celui qui est moins puissant, qui est le complice. Enfin, c'est par exemple le couple entre Vautrin et Lucienne Rubempré. Il y en a sans doute d'autres, d'où l'esquisse un peu d'homosexualité, de choses comme ça. Et puis il y a des pactes aussi, pacte diabolique, pacte angélique, alliance. Alors du groupe à la relation à deux. Ah non, c'est plutôt de la relation à deux au groupe. Oui. Oui, mais enfin, attendez, dans Vautrin, couple est la première forme de l'association. Si Vautrin et Rubempré, ils sont tous les deux. Il n'y a pas énormément de monde autour. Enfin, il y a la troupe. Oui, il y a l'équipe de Vautrin, mais c'est son équipe. C'est pas vraiment un groupe. Nous n'avons que le couple là dans ce roman-là, mais dans d'autres romans, effectivement, nous avons plutôt la société secrète. Les 13, c'est vraiment un exemple canonique, parce que c'est une société tellement mystérieuse. On ne les voit jamais, ces 13. Mais on constate leur formidable efficacité. Oui, alors on sait jamais. En plus, on n'en voit jamais 13. On en voit 4 ou 5. Oui. Et ils arrivent au moment des dénouements comme Deus et Ex Machina. En un tour de main, en une page, on a un dénouement absolument rocambolesque, mélodramatique. Et au fond, qu'est-ce que c'est que les 13 ? Bon, évidemment, on a ce chiffre fatidique qui est le chiffre des apôtres le jour de la scène, évidemment. Et finalement, c'est cette réserve de fantastique social qui est vraiment, pour Balzac, un filon inestimable. C'est un filon extraordinaire parce que dans ces groupes des 13, il y a évidemment des personnages hétéroclites dont on ne comprend pas pourquoi ils sont ensemble, etc. Tout ça est fascinant. Le ressort romanesque est véritablement somptueux. Alors, je voudrais juste vous citer une phrase. Au fond, ce dont Balzac rêve, c'est d'un ordre monastique et militaire, réservé à l'élite, dispensé de la morale vulgaire, voué à la conquête, par principe comme par instinct. Écoutez, c'est très impressionnant. Alors, ça pose tout de suite la question inévitable. Les parents de Balzac étaient francs-maçons. Lui s'intéressait à tout ce que nous venons de dire. Alors, est-ce qu'il a été franc-maçon ? On pose automatiquement la question. Non, on n'a aucune... Non, il ne l'a pas été. Ça n'est attesté nulle part. Donc, bon, ça, c'est pas la peine, je veux dire, de se lancer là-dedans. Parce que c'est vrai que toute sa famille l'était, en particulier la famille de sa mère. Mais lui, non. Le mariage de ses parents a été certainement un mariage arrangé entre familles franc-maçonnes. Dans les bals francs-maçons. Voilà.
Et si vous voulez, Balzac, c'est un peu comme Napoléon, c'est-à-dire que c'est quelqu'un de beaucoup trop génial pour entrer dans une association pareille. Il se sert de toutes ces choses-là. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, il y a des frères de Napoléon étaient francs-maçons, mais nul n'était pas. Voilà. Lui utilisait la franc-maçonnerie à des fins politiques. Balzac l'utilise à des fins littéraires, mais aucun des deux n'y a adhéré. Alors, vous allez, dans les dernières parties de votre livre, vous parlez de la sphère de la spécialité. Alors là, il faut vous essayer de nous expliquer ce que c'est que la spécialité. Eh bien, il faut savoir que l'univers balzacien est divisé en 3 sphères. Alors, il y a la sphère de la jeunesse, qui est la sphère de l'instinct et de la pureté de l'être humain. Ensuite, il y a la sphère de l'abstraction, qui est la sphère de la maturité, où l'homme se débat au milieu des intérêts de toutes sortes. Et c'est la sphère où la société se crée. Et puis, il y a les hommes qui s'élèvent au-dessus de la société, les génies, les saints, les martyrs. Et ces gens-là sont ce que Balzac appelle des spécialistes. Alors, il ne faut pas du tout prendre le mot au sens actuel du terme. Hein. Ce sont des spécialistes parce que ils quittent la sphère des intérêts humains et qu'ils deviennent... D'ailleurs, c'est amusant parce que certains médecins deviennent des spécialistes et non pas du tout au sens de médecins spécialisés, mais justement parce qu'ils deviennent des sortes de saints. Comme le médecin de campagne, par exemple. Alors, c'est très impressionnant. Je dois dire, là encore, on commence à frémir en se demandant si on n'est pas au bord du délire. Mais c'est fascinant sur le plan romanesque. Est-ce que Sérafita fait partie des spécialistes ? Alors, je signale aux auditeurs de Radio Courtoisie, vous écoutez Radio Courtoisie, où le professeur Debré s'entretient avec Anne-Marie Baron à propos de son livre consacré à Balzac occulte. Sérafita est un roman tout à fait étonnant. Il faut lire, encore un qu'il faut lire dans la gamme des romans un peu méconnus. Voilà, ce personnage qui est une sorte de visionnaire, une femme, une femme ou un homme, enfin on ne sait plus très bien où on en est. Les hommes voient en elle une femme et les femmes voient en elle un homme. Donc au fond, elle est l'incarnation des désirs de chacun. Mais des désirs, d'abord des désirs physiques, sexuels, fusionnels, mais cette fusion va très loin, puisqu'elle est l'initiatrice au domaine des cieux. Elle entraîne les 2 héros de ce roman qui sont Mina et Wilfrid, elle les entraîne avec elle jusqu'au sommet de l'Empyrée. Donc, on a un roman magnifique, un roman mystique, qui est d'une luxuriance de détails et de descriptions. Enfin, en plus, on est dans le Nord. On est dans le Nord, on est en Suède. On est en Suède. On est sur le massif du Falberg. Balzac a un peu repris Swedenborg, me semble-t-il. Oui. Swedenborg et Saint-Martin, qu'il a adroitement mélangé, parce que là, c'est une chose aussi très très importante. Balzac fait ce qu'il veut. Par exemple, dans ce roman, il fait de Swedenborg un personnage du roman. Oui. Donc, il prend Sérafita a rencontré Swedenborg. Il prend un être réel et il en fait un personnage de roman. Alors après, évidemment, il ne faut pas être pointilleux et savoir si chaque détail qu'il raconte faisait vraiment partie de la vie de Swedenborg. Parce que à partir du moment où Swedenborg devient un personnage romanesque, c'est fini, il lui appartient. Et ça, c'est très important dans la manière de Balzac. Un peu comme Alexandre Dumas. Ben oui. Bon. Le roman historique, c'est ça. Quand on voit Richelieu qui parle avec D'Artagnan, ce n'est plus le Richelieu des histoires, c'est le Richelieu de Dumas. Évidemment. Et le Swedenborg de Balzac n'est pas forcément le Swedenborg réel. Et sa philosophie est une philosophie ou une théosophie qui amalgame un peu tout. Un peu, d'abord, surtout Saint-Martin, et également Madame Guyon. On a des grandes envolées lyriques. On m'empresse de dire que tout ça est quand même à droite et à gauche. Plus ou moins fantasmatico-paraphrénique. Bon. Je ne vous suis pas dans la voie pathologique, vous le savez. Non, mais je veux dire,
Moi, quand j'ai lu le dictionnaire, Swedenborg il est considéré comme délirant à partir d'un certain moment de sa vie. Bon, alors, est-ce qu'il y a encore des disciples de Swedenborg? Je ne sais pas. Non, mais nous ne sommes pas ici pour juger, nous sommes ici pour décrire. Oui, mais enfin, et pour décrire l'usage que fait un romancier tout à fait, mais nous ne sommes... comme Balzac D'accord. de Swedenborg en tant qu'à la fois savant et mystique. Oui, oui. Mais enfin, il rencontre des personnages du futur, du passé, il parle avec eux, enfin, etc., etc. Donc, bon, il faut quand même le signaler. Quentin Debré n'est pas en train de se convertir au mysticisme de Swedenborg. Ah mais moi non plus. Vous moi, non je plus, suis en train de décrire l'usage que fait Balzac de cette théosophie. Exactement. Et pour un roman qui est de toute façon... Et pour lui, mais c'est un filon extraordinaire. Enfin, oui. Je veux dire, une théosophie qui lui permet d'aller dans les cieux, de faire ce que Dante n'a pas vraiment. Enfin, Balzac dit bien que la chose la plus difficile, c'est de décrire le paradis. Hein, et que Dante y a réussi beaucoup moins bien que dans sa description de l'enfer. Et donc Balzac, qui est l'émule de Dante, va décrire l'enfer et le paradis. Le paradis, c'est dans Seraphita. C'est le ciel, c'est le chemin pour aller au ciel. Tout à fait, tout à fait. C'est un roman assez fascinant et donc nous sommes là dans la sphère, alors la troisième sphère de la spécialité. D'ailleurs, Balzac dit Jésus était un spécialiste. Oui, oui. Il y a cette virtuosité qui nous emmène, qui nous fascine, enfin, qui fait qu'on ne peut plus s'arrêter. Alors, je voudrais maintenant peut-être, on a beaucoup parlé de Balzac occulte, je rappelle ce livre, Balzac occulte, paru aux éditions L'Âge d'Homme, un beau livre noir, avec cette bague-là, ce sceau qui est là sur la couverture. Il faudrait qu'on parle un petit peu maintenant de Honoré de Balzac à 20 ans, également publié en 2012 aux éditions Au Diable Vauvert. Alors là, vous reprenez attentivement toute la jeunesse de Balzac et dans le temps qui nous reste, nous allons parler un peu de cette jeunesse, de cette enfance, cette jeunesse, peut-être esquisser alors une sorte de psychogénèse de ce magnifique personnage. Comment commence la vie d'Honoré de Balzac ? Elle commence par la solitude et l'abandon. C'est un enfant qui n'était pas désiré, qui n'a pas été accueilli dans l'enthousiasme, que sa mère n'a quasiment pas voulu voir à la naissance, qui est allé directement en nourrice, dont le prénom a été choisi par son père sans aucune participation de la mère, qui ensuite est allé directement de chez sa nourrice au collège de Vendôme. Donc il n'a fait vraiment la connaissance de son père que vers l'âge de 13 ans, et il ne sait pas ce que c'est qu'une famille, jusque-là. Donc une espèce de désolation qui explique beaucoup de choses, parce que comme Balzac n'a pas vécu avec ses parents, c'est comme ça qu'il a acquis la conviction que l'homme seul est condamné à l'échec. Et c'est de cette façon qu'il a eu cette aspiration vraiment désespérée à l'union, à l'association, au fond, à retrouver une famille. Ce n'est pas seulement une carence maternelle, c'est une carence de famille. C'est une carence de groupe, oui. Au fond, il pense que être seul, c'est vraiment la pire chose qui puisse arriver à un être humain. Et il a toujours été seul dans son enfance. Mais alors, il a des camarades, il a des camarades, effectivement. On connaît ses amis du collège de Vendôme et ils ont été d'un grand secours. D'ailleurs, ce qu'il raconte dans Louis Lambert est une histoire magnifique d'amitié, de deux garçons qui sont tellement en fusion l'un avec l'autre qu'on les appelle le poète et Pythagore en un seul syntagme. Donc, ce sont des histoires qui sont issues directement de l'expérience d'abord et des fantasmes d'un enfant solitaire. Alors vous décrivez vers l'âge de 14 ans une espèce de crise avec des troubles de la conscience. Il aurait eu une sorte de coma. Et après, il aurait eu des exaltations, un rêve de gloire. Il se serait senti exalté peut-être. Je pense qu'il a eu très tôt conscience d'être un
un génie. Enfin, en tout cas, d'être quelqu'un de tout à fait hors norme. Parce que il se demandait même, me semble-t-il, et j'en veux pour preuve des essais de jeunesse dans lesquels il parle énormément des animaux, il se demande même sans doute s'il n'est pas un monstre. Et il se demande s'il est un monstre, un génie, ou s'il est atteint d'une maladie ou d'une difformité quelconque. Et évidemment, cette difformité, c'est le génie. C'est le génie qui fait qu'il se sent capable de choses absolument extraordinaires, et qu'il l'est, vraiment. Donc, c'est ça qui est troublant. Alors qu'il n'a pas des résultats scolaires remarquables. Ça dépend. C'est Il peut irrégulier. être excellent version latine et peut être le dernier de sa classe. Enfin. Oui. Il n'est pas forcément tout à fait Mais compris. ses parents ont été obligés de le contraindre à faire ses études de droit qu'il ne voulait pas faire. Oui. Parce qu'il voulait écrire. Il est très proche de sa sœur, à qui il s'exprime beaucoup. Sa sœur est sa première mère de substitution. Elle a été avec lui en nourrice. Et bon, alors, c'est sa première compagne. Et vous savez que toutes les femmes de sa vie se sont appelées Laure. Sa mère s'appelait Laure, sa sœur s'appelait Laure, la seconde s'appelait Laurence. Et Madame de Berny s'appelait Laure. Oui, alors on est tout de suite là branché sur le domaine féminin. Je voulais y arriver un petit peu plus doucement, mais nous y sommes déjà. Et il faut voir aussi ce côté de connaissance universelle. Enfin, il veut tout comprendre. Le traité de la volonté, la philosophie. Il faut être philosophe, il faut penser, etc. Ah, il s'est voulu philosophe bien avant de se vouloir romancier. Ça a été sa première ambition. On a retrouvé même des notes sur des cartes, sur Spinoza. Il a traduit une bonne partie de Spinoza du latin. Lui-même, c'était la première traduction qui existait. Alors, bon, on va terminer autour des personnages féminins. Bon, il a d'un côté, bon, ça ce n'est pas très original, des femmes inaccessibles, des femmes qu'il espère accéder, mais qui, comme la duchesse de Langeais, enfin comme celle qui est l'équivalent de la duchesse de Langeais, comme Fédora dans la peau de chagrin, donc la femme inaccessible. Et puis d'un autre côté, il y a des femmes plus âgées que lui, qui sont au contraire, alors évidemment, très chaleureuses, beaucoup plus tendres. Allez-y, parlez qui sont des mères de substitution, qui vont prendre la place de la mère et de la sœur. Vous avez immédiatement une interprétation psychanalytique en disant que c'est la mère. Bon, écoutez, moi je ne sais pas. En tout cas, elles sont plus âgées et surtout elles sont beaucoup plus faciles. C'est-à-dire là, il y a une chaleur et on est plus effectivement du côté de la tendresse peut-être que du désir sexuel au sens direct du terme. Il me semble que c'est la générosité qui frappe en elle, la grâce. Tout à fait. La grâce presque au doux. Il y a un jeu de mots sur le mot grâce. Ils parlent toujours de leur grâce. Et je pense aussi qu'il se sent accueilli dans ses bras, enveloppé. Enveloppé, oui. Voilà. Encore que Laure de Berny n'a pas l'air, enveloppée. Non, mais je pense qu'elles doivent être beaucoup moins sèches que sa propre mère. Absolument. Et il y a aussi Laure de la duchesse d'Abrantès, qui est une personne certainement très, très intelligente. Madame Anska, regardez, Madame Anska, c'est quand même une personne qui est bien en chair, qui est bien potelée. Qui n'est pas plus âgée que lui, cette fois. Et qui n'est pas plus âgée que lui pour une fois. C'est même la première fois qu'il le connaît. Oui, mais alors à ce moment-là, c'est compliqué, parce qu'il y a beaucoup de femmes potelées aussi à cette époque-là. On n'était pas encore à la mode de la maigreur. On va terminer en évoquant quelque chose que vous soulignez, c'est ce désir formidable de synthèse de la comédie humaine. Il veut que tout se tienne. Ah oui. Alors, la grande idée de Balzac, qui lui fera dire un matin à sa sœur « Salue-moi bien bas, je suis un génie », c'est l'idée du retour des personnages. Parce qu'un beau jour, il a compris que tous ces romans n'en formaient qu'un seul, comme dira Victor Hugo à son enterrement. Et c'est cette idée absolument sidérante de faire revenir les personnages d'un roman à l'autre qui va être si inspiratrice pour le roman et pour le cinéma contemporain.
C'est la grande idée du siècle en littérature. Oui, mais ce n'est pas uniquement le retour des personnages, c'est aussi que tout se tient d'une façon ou d'une autre, qu'un tel a rencontré un tel à tel moment qui a décidé que. Fait une espèce d'énorme araignée qui tient tout et qu'on voit dans la maison de Balzac, qui a cet arbre généalogique hallucinant sur De tous les personnages de la comédie. De tous les personnages de comédie humaine. Il s'est recréé une famille. Hein. Il y a le groupe aussi, il y a un unanimisme. Alors c'est pour ça, moi j'aime beaucoup Jules Romain et je trouve que Jules Romain a repris un peu, esquissé quelque chose qui ressemble un peu aussi à la comédie humaine. Vous vouliez signaler des sites internet peut-être sur Balzac ? Non, pas spécialement. Non. Enfin si, vous pouvez. Il y a le site de la Société des Amis de Balzac, voilà. lesamisdebalzac.org, d'accord. Qui est le site sur lequel on trouve nos activités et le programme de nos conférences et de nos manifestations. D'accord. Et la maison de Balzac ? Le site de la maison de Balzac et le site Balzac à l'étude. Merci beaucoup Anne-Marie Baron pour ce livre Balzac occulte, publié à l'Âge d'Homme en 2012, et pour ce très beau petit livre aussi, Honoré de Balzac à 20 ans, Au diable Vauvert, également publié en 2012. Merci beaucoup. Merci à vous. Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous venez d'entendre les livres du jour Psychologie et littérature de Quentin Debré. Émission préenregistrée le 22 février 2013. Elle est diffusée lundi 1er avril 2013 de 10h45 à 11h45 et de 14h à 15h, mardi 2 de 6h à 7h, samedi 6 de 10h45 à 11h45, puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie. Ces livres du jour ont été réalisés par Jean-Édouard. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 €. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ces livres du jour. Commandez le CD-ROM de l'émission pour le prix franc de port de 9 € ou 6 € seulement si vous êtes adhérent de notre association. Vous pouvez demander des cassettes pour le même prix. En rédigeant des chèques distincts pour la cotisation et pour l'enregistrement, vous faciliterez la tâche de notre secrétariat bénévole. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.